Donc je continue par le troisième cas qui pour moi est très important, même s'il y en a quelques autres. C'est le cas du bois des Pranes. Alors le bois des Pranes, c'est une région qui se situe dans le Haut-Var, entre Ampus et Château-Double. Un jour, je rencontre un policier, un inspecteur, qui était en train de passer commissaire d'ailleurs, et qui était un personnage assez hors norme, et qui avait vécu, il me dit, mais j'ai vécu une histoire extraordinaire, je veux bien vous la raconter, mais je lui dis, oui, oui, bon. Il nous a même invités, on était deux, il nous a invités chez lui et tout, il nous a raconté cette histoire. Alors, ce gars était un chasseur, et pour se délasser un peu, il avait acheté un cabanon dans la forêt du bois des Pranes, dans le Haut-Var, où il allait, même quand il n'y avait pas la chasse, hein, il n'y allait pas armé, et puis il restait dans son cabanon, il s'éclairait aux bougies, il lisait, bon, il avait un transistor à pile, tu vois, comme à l'époque. Ouais. Et ce soir-là, on était un samedi, probablement, on est le 26 août 76. J'ai repéré ça grâce à la pleine lune, parce que j'ai pris l'enquête à peu près un an, pas tout à fait un an après. Hein. Il était là en train de bouquiler, il était dans les minuit, et tout d'un coup, alors, il faut bien que tu imagines l'endroit. Hein. Il est dans la cambrousse, mais totale, hein, dans le bois des Pranes, quoi. Il entend un hurlement, mais quelque chose d'absolument effroyable. Sans son éveil, il éteint son transistor, où il y avait des crépitements d'ailleurs. Il éteint la bougie, et il attend. À peu près 30 secondes après le premier, deuxième hurlement épouvantable. Là, le flic se réveille, il saute, il ouvre la porte, et il y avait la pleine lune. Donc on y voyait à peu près. Et son cabanon était situé à l'orée d'une clairière, du bois en fait, à l'orée du bois, dans une petite clairière. Et il voit, à 20-25 mètres de lui, 3 personnages, dont il distingue les formes, et 3 personnages face à lui, comme ça. Et dès que les personnages le voient, ils tournent, ils prennent sous le bras celui qui est au milieu, et tout ce petit monde s'en va en dandinant, comme ça, dans la forêt. Ils rentrent dans la forêt. Je me suis souvent posé la question, hein, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place, quoi? Parce que là, pas un chat, pas armé, dans la forêt, hein. Bon, qu'est-ce que tu crois qu'il fait, le gars? Il prend un bout de bâton qu'il avait là, il ferme la porte, il entame la filature. Et il disparaît dans les bois. Il va les suivre pendant 1h30. En maintenant la filature, tout doucement. Alors, de temps en temps, il passe par des clairières où c'est un peu plus éclairé. Donc, il voit qu'ils sont petits, ils font 1m10, 1m20. Ça dandine toujours, et celui du milieu a l'air très blessé. Et de leurs mains libres des deux côtés, ils ont un espèce de petit objet qui ressemble à lui, il appelait ça un manche de parapluie. Parce qu'il est recourbé au bout comme ça. Voilà. Et tout ce petit monde-là marche. Voilà. Donc 1h30 plus tard, il passe devant une ferme abandonnée qui est en ruine, où il y a un puits. C'est ce qui lui permettra plus tard de se repérer parfaitement. Et il s'approche de ce qui lui semble être un objet rectangulaire, noir. Alors il se dit, c'est peut-être des singes finalement. Il y a peut-être une caravane de gitans, tu vois, c'est la caravane. Sauf qu'en approchant, il voit que la caravane noire, là, il y a une espèce d'antenne qui traîne par terre, mais elle ne touche pas le sol, il n'y a rien. Alors, pendant ce temps-là, pendant 1h30, évidemment, ça avait tourné dans le ciboulot, hein, tu penses bien. Hein. Sur lui, il ne croyait pas à tout ça, mais il est là quand même. Hein. Bon, et puis les êtres commencent à avancer près de l'objet. Il se dit, mais on ne va jamais me croire. C'est une histoire de fou, ça, on ne va jamais me croire. Il faut absolument que j'en capture un. Et voilà mon gars qui commence à accélérer des parts arrêtées comme un fou. Il dit, je tombe sur un, je le chope, ou je chope au moins un des... Le manche de parapluie, tu vois. Il arrive, mais alors, comme un boulet de canon lancé, hein, il arrive dessus, et à 5 mètres, les êtres avaient commencé à faire le tour de l'objet. À 5 mètres, il y a un éclair gigantesque dans la forêt. Et lui, il est un peu comme ça, il se voit tomber sur le côté, tu vois. Poum. Il avait pris une lampe de poche dans sa poche, comme ça, alors il met la main, il cherche, il se relève, il va, il regarde, il n'y avait plus rien, évidemment. Les RR3 sont les seuls cas où tu sais pas comment ça... Enfin, tu connais pas le déroulement de la séquence, mais tu sais toujours comment ça se termine. Hein, ça change, c'est immuable. Donc, il n'y avait plus rien. Alors, il cherche de partout, plus rien.
Et puis il est là avec une belle migraine, il se dit maintenant il faut que je rentre, mais je ne sais plus où je suis dans la forêt parce que c'est gigantesque le bois des Pranes. Moi j'y suis allé, je peux te dire que. Donc il a tourné toute la nuit. Et le matin, quand l'aube a commencé à se lever, il a eu de la chance, il a recroisé la nationale en dessous. Donc de là, il a pu remonter toute la route et retourner à son cabanon. Il a dormi 2 heures, une migraine épouvantable, et il est reparti. Il dit, il faut qu'en plein jour, je regarde s'il y a quelque chose d'étrange. Il a retrouvé, il a refait tout le chemin. Il avait tout mémorisé, il a retrouvé. Et il n'y avait rien. Eh oui. Voilà. Alors il faut savoir que le gars, c'est un flic, Oui. un chasseur. Et c'est quelqu'un qui était dans l'armée en Algérie, je crois. Sa femme m'a dit, mais j'ai un mari, il est fou. Il a chargé sous la mitraille, il est hyper décoré, il n'en parle jamais. Mais courageux. Ouais. Ce qui explique un peu tout ça. Oui. Mais quand tu regardes la structure du cas, tu peux, si tu es un bon psy, détecter un certain nombre de relations. Est-ce que ça veut dire que c'est une hallucination? Certainement pas. Une hallucination ne permet pas de retrouver son chemin pendant 1 heure et demie dans des trucs pareils. Ça ne marche pas, cette histoire. Alors ça, le bois des Pranes, l'affaire du bois des Pranes est un cas extraordinaire. Il est là-dedans. J'ai même fait le dessin. Voilà. Ça fait partie des gros cas. Tu regardes à 76. Ouais. Voilà, je verras montre le livre dessin. dans lequel se trouve le cas du bois du Prane. Voilà. Ben, les 3 gros cas que j'ai enquêtés sont dedans en dessin, Voilà. évidemment. Donc, voilà le genre de cas sur lequel tu tombes. Tu vois. Alors, j'en reviens maintenant à quelque chose d'un petit peu plus global et qu'il faut bien comprendre. Quand tu as tes 350 cas, ton échantillonnage, tu commences à lire tout ça. Tu les lis un par un. Et puis, au bout d'un moment, tu viens un petit peu démoralisé quand même, parce que tu comprends réellement l'expression d'Aimé Michel du carnaval de l'absurde. Parce que tu es dans une forme, c'est un tissu à la fois de créativité et d'absurdité, et surtout, il n'y a jamais un cas qui est pareil que l'autre. Tu es toujours dans des scénarios différents. Autrement dit, tu te trouves dans une forme, c'est un peu comme un kaléidoscope, si tu veux. Tu regardes et ça bouge sans arrêt comme ça. Ouais. C'est d'ailleurs la grande accusation d'incohérence que nous font les scientifiques. Ils disent, mais il n'y a rien de cohérent là-dedans. Ok. Et quand tu continues malgré tout, il y a un moment où il se passe quelque chose en toi, tu te dis, mais attends là. Je lis ces singeries là, et pourtant, plus j'avance, et plus j'ai l'impression de lire la même chose. Comment cela se peut-il? Comment? Et tu finis petit à petit par comprendre comment ça se peut. C'est que en dessous de cette forme sans cesse changeante qui est protéiforme en fait, c'est une des caractéristiques du phénomène, le côté protéiforme. Il y a ce qu'on pourrait appeler un canevas, il y a une structure sous-jacente qu'on peut appeler pattern aussi en anglo-saxon, qui elle ne change jamais, qui elle est immuable et qui produit ça. Donc tu as affaire à une sorte de paradoxe. Tu as un fond qui est immuable, qui produit quelque chose de sans arrêt changeant, qui change sans arrêt comme un kaléidoscope. Et ce canevas, quand tu connais bien le phénomène et que tu fais du travail sur les cas, tu te rends compte qu'il est constitué de 8 caractéristiques qui ont 2, et c'est là qu'on rentre dans le lourd, dans le sérieux, qui ont 2 particularités. La première, c'est qu'elles sont extrêmement cohérentes. Donc c'est paradoxal par rapport à la forme. Tu as le fond qui est extrêmement cohérent, tu as la forme qui est totalement incohérente. Donc, au point que tu peux imaginer une sorte de chaîne avec les maillons très liés, au point que tu ne peux pas aborder une des caractéristiques sans obligatoirement trouver des explications dans les caractéristiques à côté parce que tout se tient. Et tu as une deuxième particularité beaucoup plus embêtante, c'est que quand tu prends ces 8 caractéristiques, il faut bien les connaître, c'est ce que j'appelle les bases, toutes, sans exception, sont totalement contraires à nos lois scientifiques. Elles sont toutes en violation totale de nos lois scientifiques. Et il est là le gros problème. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le phénomène OVNI repose sur des bases qui sont en violation complète de toutes nos lois physiques. Toutes, tu les prends une par une. Tu peux te contorsionner comme tu veux, mettre de la technologie là-dedans, mettre tout ce que tu veux. C'est en violation de nos lois physiques. C'est l'impensable d'Aimé Michel. C'est l'impensable d'Aimé Michel. Et il n'y a que 2 explications possibles. Ou la science a raison, il n'y a rien. C'est un mythe humain fondé sur des confusions, d'accord. Ou l'OVNI relève bien de quelque chose d'ontologique, mais alors là,
il devient vraiment un miroir qui nous renvoie à notre côté encore archaïque. Alors quelles sont ces huit choses récurrentes, oui, ce canevas fondamental? Alors il faut savoir que certaines sont très connues, d'autres ne sont pas connues parce qu'elles sont voilées, et d'autres encore sont connues mais on ne veut pas les voir. Mm-hmm. Alors ça fait beaucoup, hein. Dans l'ordre un peu chronologique, on va dire. Hein. C'est-à-dire chronologique, j'entends par là que le phénomène OVNI s'est fait connaître comme ça, et petit à petit, on a appris un certain nombre de choses sur lui. Donc je les ai classés, mais on peut les classer dans l'ordre qu'on veut, ça n'a aucune importance. Ça. Donc tu as ses comportements physiques hors normes, en violation de nos lois physiques, hein. Il s'est fait connaître comme ça. Hein. Tu as ensuite les émissions quasi permanentes lumineuses, de jour comme de nuit, petitement ou grandement. Les statistiques sont tombées assez tard, aux environs de 2000, mais on est à 95% de cas, tout confondu. 3, c'est le côté protéiforme. Alors là, ça commence à poser des problèmes. Et je pourrais faire une conférence de 4 heures sur le côté protéiforme, personnellement, du phénomène OVNI. Voilà. Je vais résumer ça par deux phrases. Premièrement, ce phénomène peut nous montrer ce qu'il a envie de nous montrer. Voilà. Et ça signifie à terme qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion pointue sur le statut de la matière. Matière que nous-mêmes n'avons pas arrêté de modifier depuis le néolithique, hein, quand même, soit 9000 avant Jésus-Christ. Je pourrais citer historiquement des exemples qui vont jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas cessé de modifier le statut de la matière. Aimé Michel s'en était aperçu aussi, hein, de cette histoire. Il appelait ça autrement. Il appelait ça le principe de substitution de fonction. Mais c'est la même chose. Quel est le statut de la matière? Jusqu'où ça peut aller, ces histoires-là? Ça, c'est la 3e. 4e, je ne vais pas te faire un dessin, c'est la dimension conscientielle. On s'est aperçu que ça transpirait. Alors là aussi, certains se révoltent du fait qu'on serait face à une hyperphysique, mais l'hyperphysique tombe du ciel en quelque sorte. Quoi. Or, une hyperphysique est nécessairement le point d'aboutissement d'une hyperintelligence qu'il a mise au point. Je veux dire, tu ne peux pas échapper à ça. Cinquième caractéristique, les déformations temporelles. On sait depuis ces histoires d'effets Dawes et de Jenny Randles, depuis à peu près 40 ans, peut-être même plus, qu'il y a des problèmes de déformation temporelle aux alentours proches des ovnis dans la bulle, bien sûr. Déformation locale de l'espace-temps. Ouais. Voilà. C'est quand même très trompeur, parce qu'on s'est laissé abuser pendant 40 ans avec cette histoire d'effets Dawes qu'on ne comprenait pas, alors qu'il suffisait de regarder. Moi je m'excuse, hein, tu rentres dans cette bulle et tu arrives avec une heure et demie de retard chez la belle-mère, y a un moment où il faut faire quoi? Qu'on te mette le dessin sous les yeux. Je veux dire, bon, voilà. Hein. Donc 6e, c'est celle qui a peut-être le plus d'importance à mes yeux, c'est l'intentionnalité du phénomène. On s'est aperçu dans les années 75-80 que jusque-là on pensait qu'une rencontre, y compris rapprochée, se déroulait par hasard. Tu tombais par hasard, les témoins te le disent eux-mêmes, hein, qui me dit « j'ai pas eu de chance, hein, monsieur », il me fait « j'ai pas eu de chance, je roulais sur la route, j'étais en retard à 3 h du matin, j'allais vers Digne, je prends ce virage avant la grande ligne droite, et puis je vois cette lumière intense, un camion qui était en train de brûler d'après moi. Et puis il s'est approché avec sa camionnette du camion, qui n'était pas un camion du tout, mais 2 ovnis superposés très lumineux, qui ont commencé bon, il a accéléré et puis le truc est parti, il m'a couru après. Mais il me dit, j'ai vraiment pas eu de chance. Il aurait tout aussi bien pu me dire, j'ai eu de la chance de voir ça. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. Et mes statistiques, c'est là que les statistiques sont intéressantes et le travail sur cas m'ont permis de conforter ça. Bertrand Meheust l'avait avancé suite à ses travaux avec Aimé Michel dès 1978, cette histoire-là. Hein. Il y a bien une intentionnalité, une ostentation du phénomène. Et ce n'est pas tellement compliqué à comprendre parce que ce sont toujours les 3 mêmes protocoles qui sont observés. Quand tu le sais... Donc ce n'est pas par hasard si on rencontre un ovni? Non. Il n'y a pas de hasard? De rencontre rapprochée. De rencontre rapprochée, oui. Non, ce n'est pas du tout un hasard, bien sûr. Sur la route, mais le phénomène t'attendait, c'est évident. Tu ne peux pas le dire aux témoins, honnêtement, ils ne comprendraient pas. Déjà, toi, tu as du mal à formater le truc. Bon, il y a que 3 protocoles. Le positionnement préalable sur zone, le cas du témoin dont je viens de parler. L'arrivée impromptue sur zone, très très fréquente, tu sors étendre ton linge, et puis tu vois un truc briller, le truc arrive et il se trouve à 4 mètres au-dessus de toi. Ah, et le 3e, c'est les effets, c'est les stimuli
lumineux la plupart du temps, mais sonore quand tu es enfermé chez toi et que tu ne peux pas être sollicité par les stimuli lumineux. Et ça peut durer 1 heure. 1 heure. Il y a des cas où ça dure 1 heure jusqu'à ce que tu sortes. Et là, le phénomène se manifeste, apparaît. Donc, l'intentionnalité, il faut bien... Je reviens sans arrêt là-dessus, j'ai écrit des choses, j'ai donné des exemples pour bien faire comprendre aux gens. Attention, il y a une intentionnalité et il y a des conséquences. Le 7e, c'est l'élusivité. Élusivité, très qui est important. pratiquement à 100%. 100%, pas tout à fait. Pas tout à fait. On ne parlerait pas trop du phénomène ovni si elle était à 100%. On doit être quelque chose comme 99,6 ou 7. Oui. Voilà. 100%, donc, on ne saurait pas que ça existe. Voilà. Et la 8e, celle que personne ne veut voir, mais qu'on a sous les yeux depuis le début, c'est le côté spéculaire, la dimension spéculaire du phénomène ovni. Ça, c'est très dérangeant, évidemment. Et pourtant, c'est peut-être la clé d'entrée principale. Alors, tu peux préciser ce que c'est? Alors, spéculaire, excuse-moi. Ça vient de l'italien specchio, qui veut dire miroir. Miroir. Voilà. Donc, c'est une dimension en miroir. Quelle est la principale expression de cette dimension spéculaire? C'est ce qu'on appelle le mimétisme, qui est très, 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 très présent depuis le début. Seulement, il faut un peu rebasculer mentalement. À quand remonte le phénomène ovni? Dans la période contemporaine, naturellement. Je ne prends pas position pour des choses oui, très, bien très sûr, anciennes, de l'Antiquité. que je nie pas, d'ailleurs. Mais bon, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le contemporain. Je rappelle, ici, en histoire, le contemporain va de la Révolution française à nos jours. Avant, c'est la moderne, jusqu'en 1500. Hein. Pour moi, sur les études que j'ai pu faire, le phénomène ovni apparaît à partir de 1885, c'est-à-dire au moment où la révolution industrielle devient un raz-de-marée inarrêtable, et où parallèlement, parmi les nombreux avatars de la révolution industrielle, il y a la bataille acharnée pour la conquête des airs, qui oppose, on l'a oublié aujourd'hui, 2 écoles très antagonistes. Les ballonistes d'un côté, avec les ballons dirigeables, qui sont les héritiers des montgolfières, et ceux qui pensent que le plus lourd que l'air va l'emporter, sur les travaux notamment d'un physicien anglais de l'époque. Jules Verne, avec son coup d'œil habituel, prend position pour les plus lourds que l'air. C'est l'origine de son fameux roman qui date de 1886, Robur le Conquérant. Oui. L'Albatros est une prise de position forte pour les plus lourds que l'air. Ça aura d'ailleurs une suite qui est aujourd'hui oubliée. Mais à partir de ce moment-là, c'est là que Camille Flammarion commence à parler de lumière la nuit, qui ont des trajectoires incohérentes, qui vont, qui s'en vont, qui reviennent, et qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est là que ça commence. Le plus ancien cas de RR3 que j'ai retrouvé, c'est dans l'Indiana, à Logansport, qui ressemble, je dirais, à un cas de RR3, hein, parce que tu as d'autres choses avant, mais là, on est bien dans un engin qui se pose, les petits êtres qui sortent, qui prennent une partie des blés au sol, les gens qui s'enfuient terrorisés dans la forêt, la fille qui arrive là-dessus. Bon, ces cas sont toujours, ça obéit toujours à la même logique, ce sont des secrets de famille. Ça s'est transmis à la mère, à la fille, à la petite fille, et ainsi de suite, et c'est sorti en 2000, un peu après 2000. Voilà, 1890. C'est donc consubstantiel quasiment à l'émergence du phénomène. C'est le plus ancien cas. Si on en vient à la vague de 1896, 97, elle commence fin 96 et elle prend toute son ampleur en 97 aux États-Unis. Il y a eu 6 études publiées aux États-Unis sur cette vague. Aucune n'a été traduite en français. La plus intéressante pour nous est celle d'un personnage très connu, enfin, c'est Eddie Bullard. Peut-être on a entendu parler, c'est un universitaire américain, un folkloriste, et c'est lui qui a mis à jour la structure des RR4, Eddie Bullard. Il a fait l'étude la plus fouillée sur la vague de 97. Tu apprends que d'abord, il n'y a pas eu 600 cas comme on le croit, il y en a eu entre 3 et 4 000, parce que, comme il fallait s'y attendre, beaucoup de fermiers du Midwest n'ont pas parlé. Ça, c'est la première chose. Et il conclut son étude. Alors, ces phénomènes ont des performances pas comme nos modernes ovnis. Ils ont des performances très largement supérieures à l'époque, y compris dans les phares, les projecteurs. Il faudra attendre 30-40 ans pour qu'on ait des phares projecteurs sur des avions. Oui, qui sont capables d'éclairer le sol avec des faisceaux lumineux. Mais on observe des angles droits, on observe des virages à angles droits assez rapides, et surtout ces objets qui sont des ballons dirigeables ont tout ce que j'appelle moi un bric-à-brac technologique dessus, absolument extraordinaire. C'est d'une créativité, mais d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner,
ça a donné lieu à un mouvement créatif, à un courant créatif qui s'appelle le steampunk, et qui réémerge aujourd'hui dans des dessins animés, des bandes dessinées, des dessins animés japonais, et même dans des films. Si tu tapes steampunk sur Google, va à Images, tu seras étonné de la créativité de ce qu'on peut trouver. Oui. Et moi, ça m'a sidéré littéralement. Oui. Et tout ça vient de cette vague. Ça crée un mouvement artistique. Alors, Oui, carrément, ça a créé un mouvement artistique et pas des moindres. Pas des moindres. Il n'est pas très connu en France, en France, oui. mais il est très puissant. Et le ballon, le dirigeable Phantom, a traversé tout le XXe siècle, mais sous des formes toutes diverses ou des appellations toutes diverses. Et le bric-à-brac technologique qui était dessus et dont on sait qu'il servait à rien, se retrouve parfois sur des apparitions rapprochées d'OVNI. Tu as parfois un objet avec des petites ailettes qui tournent tout autour, alors que ça sert évidemment. C'est démentiel, évidemment. Donc, et je m'arrête à cette vague, parce que c'est là que ça commence. Comment tu interprètes un truc pareil? Qui se pose la question? Ah ouais, c'est formidable, il y avait déjà des ovnis observés à la fin du 19e, hein, ouais, bien sûr. Mais ce qu'ont rapporté les témoins, comment vous l'interprétez, les amis? Comment? Voilà. D'autant plus que les dirigeables fantômes ne vont plus cesser. Tu sais que chaque vague a toujours des répliques. Donc on va observer de très nombreuses répliques au début des années 10, 20, 30. Et quelle est la première vague d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale? C'est la fameuse vague de Scandinavie, sur la Baltique. Et je rappelle qu'elle est 100% mimétique, elle aussi. Puisqu'on sort de la guerre, avec les V1, V2, tout le monde a ça en tête, et on rentre dans la guerre froide, avec des batteries de missiles armées de bombes atomiques de chaque côté. Or, dans cette vague la mieux enquêtée de toute l'histoire ufologique, et pour cause, parce que tout le monde a pris peur, on a cru que c'était les Russes. Ouais. Les Américains ont même envoyé 2 sommités pour superviser les travaux dans toute la Scandinavie. Ilan Coeter, quand tu connais l'histoire ufologique, c'est le futur directeur de la CIA. Oui. Et un pilote, Jimmy Doolittle, quand tu connais la Seconde Guerre mondiale, tu sais qui est Jimmy Doolittle, le général. Ils ont envoyé ces 2 personnes-là superviser. Les armées ont pris ça en main. Parce que pendant cette vague apparaissent des crashs de rien aussi. Oui. Dont parle Joël Ménard. Oui, parce que les gens voient tomber des fusées avec les ailettes et tout dans le lac qui fait 1,50 m, l'armée arrive dessus, ils passent 2 mois. Ils ne trouvent rien. Et il n'y a rien. Ouais. On est dans une vague entièrement mimétique à l'orée de la guerre froide. Bon. Alors, tout ça, alors je pourrais citer après, j'ai fait un travail, c'est le travail que j'ai fait actuellement. Moi, j'ai trouvé des cas absolument stupéfiants, qui datent de 1914, de 1916, qui ne sont pas connus, où on est à 100%. Donc, on a ces 2 choses. On a le canevas de base, qui est le fond, et puis on a ce que veut bien montrer le phénomène. Oui, le côté protéiforme, la forme qui varie sans cesse. Pourquoi, alors justement... Pourquoi il se manifeste de cette façon, ce phénomène? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on va y venir. Est-ce qu'on est capable de le comprendre? On commence à rentrer dans le lourd. Là. On rentre dans le lourd. Voilà, on va y venir. Donc moi, je pourrais te parler de cas, on n'a pas le temps, mais qui ont eu lieu en 1914-1916, où tu tombes par terre, de ce que les témoins rapportent. Je pense que certains ufologues perdraient la raison, enfin, ils tourneraient la tête. Ils tourneraient la tête, tout simplement. C'est déjà arrivé. Oui. Quand tu vois arriver un appareil, un disque circulaire avec des soldats habillés en habits de l'armée française en 1916 au-dessus de l'Angleterre, je veux dire, il y a un moment où tu ne peux plus tourner la tête. Il faut ouvrir les yeux et regarder les choses en face. Alors j'en reviens à ces effets vitrines. Parce qu'il faut savoir que le mimétisme, moi j'ai beaucoup travaillé sur le mimétisme et je me suis fait piéger comme tout le monde au départ. Le mimétisme, quand tu penses à ça, tu as ça dans l'échelle animale, dans l'évolution animale. Donc l'animal, de par l'évolution, adopte une robe qui lui permet de se cacher dans l'environnement, un peu comme nos soldats avec les treillis camouflés. Ça sert surtout à se cacher. À se cacher. Et se fondre dans l'environnement. Et c'est une grosse erreur de penser comme ça. Alors que ça, c'est le contraire. Moi j'ai pensé pendant longtemps comme ça. Je me suis dit, mais quel est le rapport? Eh bien non. Le mimétisme, ça sert aussi à autre chose. Le mimétisme est très utilisé par les éthologues, c'est-à-dire les spécialistes de l'étude du comportement animal. Et les meilleurs éthologues qui parviennent à intégrer des groupes d'animaux ou des tribus d'animaux
se comportent comment? Eh bien, ils adoptent la geste, les sons, les modes, les démarches, les façons de vivre des animaux en question. Qu'ils étudient. Qu'ils étudient, et ils sont acceptés, même si les animaux ne sont pas toujours dupes. Hein, ils sont acceptés. Ouais. Et tu retrouves ça, à mon avis, chez un très très bon vendeur, qui arrive toujours, d'abord à se rendre sympathique, et aussi à partager en miroir avec toi un certain nombre de choses qu'il a perçues chez toi. Certains font ça très bien, j'en connais. Et ils sont capables de vendre un frigidaire à un Esquimau. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, vu de ce point de vue-là, le mimétisme, c'est autre chose. C'est un des aspects de la communication. Très intéressant. Ouais, premièrement. Deuxièmement, j'en reviens aux effets vitrines. Parce qu'à un moment, quand tu travailles sur tes 354, tu te dis, bon, tu sais, techniquement, tu les sépares en trois toujours. Hein. Tu as la façon dont ça commence. C'est là que tu t'aperçois de l'intentionnalité. Tu as la partie centrale, la séquence, celle qui va rester. Et à la fin, on sait ce qui se passe, le phénomène disparaît, il est illusif. Question, peut-on dresser une typologie des séquences? Moi, j'ai bien réussi à dresser une typologie, je n'étais pas le premier, mais un des premiers. Une typologie des êtres aperçus. Bon, peut-on dresser une typologie des séquences quand même? Alors quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible, un peu par manque d'information, manque d'enquête, et parfois tu n'arrives pas à discerner, quand tu peux discerner, pose la question à tous les ufologues que tu voudras, ils te diront, eh bien, ils viennent cueillir, voilà, c'est la collecte, ce qu'on appelle la collecte ou la cueillette. Hein. Eh bien non, statistiquement, ce n'est pas le cas. La première séquence qui arrive en tête, ce sont les effets vitrines. Et j'ajoute que l'histoire de la collecte ou la cueillette qui suit juste derrière, hein, en termes statistiques, il faut faire attention à ça, parce que qu'est-ce qu'on a entendu dans les années 70? Ah ben ce sont des ingénieurs agronomes extraterrestres qui viennent, oui enfin bref, l'humanoïde arrive du ciel pour piquer les oignons dans le tablier de la fermière. Le cas emblématique, c'est Valensol, quoi, qui voilà, vient prendre la lavande, les champignons, en espérant qu'ils ne soient pas hallucinogènes, les minéraux aussi, etc. etc. Ouais, ils prennent des échantillons, comme nous on prend des échantillons sur Mars. Voilà, c'est ça. Et c'est juste oublier une petite chose. L'Homo sapiens, nous-mêmes, avons survécu comment? Pendant des dizaines de milliers d'années. On a survécu en faisant de la cueillette, et à partir du néolithique, c'est-à-dire du moment où on est devenu sédentaire et qu'on a bâti de grandes productions agricoles, à partir de la récolte, de la collecte de ces productions régulièrement dans l'année, et que le numéro 2 des séquences pourrait aussi relever d'un phénomène mimétique par rapport à nous, finalement. Quand tu mets tout ça en parallèle, quand tu synthétises tout ça, force est de considérer qu'il n'y a qu'une seule explication possible. Accessible à nous, hein. Si c'est hors de notre pensée, on est d'accord. Mais dans ce qu'on peut penser, notamment par rapport aux effets vitrines, qui sont vraiment impressionnants, il faut vraiment se concentrer dessus, il n'y a qu'une seule explication possible. On est face à un métalangage. Alors je vais le dire autrement, on est soit face à un langage avorté. Pourquoi avorté? Parce que malgré tous les efforts que l'humain peut faire, et le mimétisme est un sacré effort, tu ne peux pas discuter quand même avec une fourmi. Voilà. Et vice-versa d'ailleurs. Ça, c'est l'explication la plus économique, la plus simple, la plus déprimante un peu peut-être aussi. Tu peux avoir une explication à plus long terme, dire que, comme tu le disais tout à l'heure, on essaie non pas de nous faire passer, mais on essaie d'influencer par un jeu, par un système très prudent, avec une prudence de Sioux d'ailleurs, mais dans ce cas, ça veut dire que l'impact n'est pas sur le témoin, qui lui ne comprend pas trop ce qui se passe, il est à terme sur les sociétés. Et pourquoi est-ce si prudent? Il ne faut jamais oublier qu'un cas sur 10 seulement arrive à notre connaissance, ce qui veut dire qu'il y en a 9 sur 10 dans la nature, et que c'est en plus étalé sur des décennies. Donc, de ce point de vue-là, quand tu considères ça comme ça, alors on peut le dire, moi je le dis d'une manière plus technique, hein, aujourd'hui, j'ai énormément travaillé sur la sémiologie. C'est un peu lié à l'ethnologie et à l'histoire.
la sémiologie, qui est la discipline qui étudie la communication par les signes, si tu veux, a eu un rôle très 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 important tout au long du XXe siècle. Hein. Mais dans un tas elle a irrigué littéralement un tas de disciplines. On ne s'en rend pas toujours compte parce que ça reste dans le domaine universitaire. Mais par exemple, quand tu regardes la formulation, chaque civilisation ou chaque ethnie code la réalité selon des signes qui lui sont propres et qui lui seul peut reconnaître. On est très très proche, c'est de la sémiologie. Hein. Bon, alors comment marche la sémiologie? C'est une description d'une communication qui se veut universelle par les signes. Hein. C'est donc une composante trinitaire, comme un triangle justement. Hein. Tu as le signifiant, qui est l'outil qui renferme le message, qu'on appelle l'icône des fois aussi. Oui. Le signifiant. Tu arrives au signifié, le message qui est délivré, et tout ça est fait pour un récepteur. On peut mettre T parce que c'est ce que nous on appelle un témoin. Et ça se relie et ça marche comme ça. Hein. Quand tu regardes, alors j'ai bossé sur un des plus grands sémiologues du monde, hein, que tout le monde connaît, mais on ne sait pas toujours qu'il était sémiologue, c'est Umberto Eco. Ah oui, si. Bon. Umberto Eco a écrit un petit livre, des limites de l'interprétation en sémiologie. Tu peux le trouver, ça vaut 12 €. Mais ce n'est pas un cadeau que je te fais, parce que si tu veux souffrir le martyre, tu essaies de lire ce livre et tu vas comprendre ce que je veux dire. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Bon, Eco, immense intellectuel, pas du tout soupçonnable d'être pro-OVNI. Au contraire, hein, il déteste ça. Donc, de piètres objets pour les enfants en bas âge. C'est clair et net. Texto. Voilà. Donc, il travaille avec une problématique centrale. Qu'est-ce qui fait qu'un signifiant est performant? C'est-à-dire qu'il délivre bien son message à un maximum de personnes. Il coupe la ligne entre les deux, il la coupe en deux. Et il dit, ben voilà, dans la première partie, il doit obligatoirement y avoir émission de thématique. D'accord? De thématique. Petit détour par l'histoire des idées en ufologie. Dès 1978, Bertrand Meeus, suite à ses travaux avec Émile Michel, dit et écrit, c'est facile de retrouver ses écrits, la principale caractéristique de ces cas, c'est qu'ils sont porteurs de thématiques, en parlant des RR3. Et dans la deuxième partie, eh bien, plus on approche de la délivrance du message, plus il doit y avoir, je cite, émergence d'éléments symboliques. Du grec symbol line, jeter deux choses ensemble, l'une appelant l'autre. Ouais. Donc, ça cadre. Et si tu appliques cette grille à beaucoup de cas, tu prends par exemple le cas de la Réunion, le 31 juillet 1968, le cas de la plaine des Cafres, tu n'as pas entendu le moindre commentaire sur cet objet curieux. Ou, je le rappelle en passant, il y a eu des traces de radioactivité aussi. Il y a eu 6 points au sol et il y avait de la radioactivité sur les vêtements du témoin. Moi, je n'ai pas entendu un seul ufologue s'intéresser sous cet angle à ce vaisseau ou pseudo-tel, hein, mais regarde bien le vaisseau et regarde bien ce que c'est, regarde bien ce qui se passe, et c'est pas très difficile de l'interpréter, d'avoir une interprétation sémiologique du cas. Donc, je dis que pour une part, partiellement, alors on est à un rapport 30-70, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 30% des observations rapprochées de RR3, enfin des RR3, qui sont des effets vitrines. Si tu ajoutes quelques éléments mimétiques, tu arrives à 30%. Ouais. Alors c'est intéressant, j'aime bien l'aspect langage. Alors tu dis, soit c'est un langage, un métalangage, soit un langage avorté. Ouais. Alors ça veut dire que ce phénomène quand même, qui est, comme nous on peut être par rapport à une fourmi, on essaierait de communiquer avec une fourmi, il essaye de communiquer avec nous. Oui. Il essaye d'entrer en contact, de faire passer un signifié. Ou d'influer à long terme sur nos perceptions. Ce qui est possible aussi. C'est deux façons de voir la même chose. Au système d'apprentissage. Oui, là tu te rapproches un peu de Jacques Vallée. Jacques Vallée, oui. Moi-même, je me rapproche un peu, pas de la même façon. Pas de la même façon. Mais je me rapproche un petit peu aussi. Ça peut être une tentative d'influence sur le long terme, effectivement. C'est-à-dire ancré dans le psychisme humain inconscient, des thématiques, des signifiés. Comme quoi il existe bien une vie extraterrestre. Voilà, ça serait ça. Oui, bien sûr. À petite dose homéopathique. Très petite dose. Pourquoi? Sur le long terme. Il faut se souvenir de l'Aletheia. Pourquoi? Eh oui, parce que si on enlève le voile, c'est l'horreur, et là... c'est notre disparition immédiate, tout simplement. Ce genre d'approche, donc, comme je l'ai dit, qui n'est que partielle, puisqu'on est dans un rapport 30-70,
pose 3 questions essentielles. Premièrement, quel niveau de généralisation? Ça me tarabuste parce que au départ, j'en étais pour 30-70, ce qui ne perturbe pas trop les choses. C'est un plus, on va dire, dans la compréhension de ce phénomène, mais sans plus. Si maintenant il y a des aspects vitrines voilés, ou si les phénomènes mimétiques sont bien plus importants que ce que l'on croit généralement, ce qu'on en appréhende, et ce que je pense aussi, ça peut se modifier, et évidemment ça change la donne. Mais jusqu'à quel point ça change la donne? Il faut toujours avoir en tête le discours d'Enrico Fermi dans les années 50, à la fin de l'année 1950, ça date de 50. Enrico Fermi dit une phrase très connue dans le milieu ufologique, selon mes calculs, ils, entre guillemets, devraient déjà être là. Où sont-ils? Devraient déjà être là. Ça, tout le monde la connaît, cette phrase. Mais ce qu'on connaît moins, c'est la deuxième partie de la phrase. Mais s'ils étaient là, on ne les verrait même pas. Ah bon? Et pourquoi ça? Et quel ufologue a travaillé sur ce pourquoi? Pourquoi on ne les verrait pas? Il faut faire un travail, effectivement, il faut lire certains travaux qui n'ont a priori rien à voir avec l'ufologie. Par exemple, Douglas Hofstadter, ce petit génie qui a écrit un livre sur les fonctions analogiques du cerveau humain avec un universitaire français, donc on l'a en français, le livre, chez Odile Jacob, où il explique que notre cerveau se repère par rapport à tout ce qu'il a vécu depuis l'enfance, de la toute petite enfance jusqu'à nos jours, et que s'il se produisait des événements n'ayant analogiquement rien à voir, eh bien on serait complètement perdu et peut-être qu'on ne verrait pas. Voilà, et on peut citer d'autres auteurs comme Watzlawick, Paul, La réalité de la réalité aussi, qui est un peu plus ancien, mais qui est intéressant. On a l'impression que le rapport 30-70 peut être poussé à... Tu peux nous redire ce que c'est que ce rapport 30-70? Oui, quand on fait une typologie des séquences de RR3, on s'aperçoit que 30% représentent des effets vitrines et des effets mimétiques. Effets vitrines. Et tu dois avoir à peu près 30%, un peu moins, où c'est la cueillette ou la collecte. Et après, tu as le coup de la panne, tu as des choses, oui. Et puis ça se dilue après. Donc, tant qu'on est dans un rapport 30-70, l'explication est partielle et ça ne bouscule pas trop les choses. Tu peux toujours dire, les 70% produisent ça, et puis voilà. Bon. Mais il faut quand même travailler là-dessus, sur le plan de la généralisation. C'est très important parce que si ça dépassait les 30%, si ça venait à 40, 50, 60%, là, ça pourrait nous obliger vraiment à revoir nos schémas et tout bouleverser, tout remettre en cause. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, à quoi avons-nous affaire? Par définition, on ne peut pas y répondre. Alors, j'en parle des fois avec quelques amis. J'ai des amis philosophes qui s'intéressent à la chose, tout ça. Bon, tout le monde a la même réaction. Ah ben, ce sont des hologrammes. On parle des effets vitrines. Hein. Ce sont des hologrammes. Je dis non. Un hologramme ne peut pas laisser de traces au sol. Il ne peut pas être détecté par radar. Et à ma connaissance, rien ne dit qu'il peut être vecteur d'intrication psychique. Puis la radioactivité. Et la radioactivité. Donc, alors, c'est la question que j'ai posée à Jacques Vallée dans l'entretien que j'ai eu avec lui par le biais de Vertical Project dernièrement. Lorsqu'il était venu parler de Trinity. Voilà. Évidemment, bon, il a délié, mais il a délayé le truc. Mais évidemment, il y avait pensé, tu penses bien. Et il m'a fait une réponse, je ne sais pas si tu as entendu. Il m'a dit, mais il pourrait y avoir des hologrammes très perfectionnés pourvus d'une masse. Alors là, ça change un peu. Intéressant. Ça change un peu la donne. C'est-à-dire que ça pourrait expliquer les traces au sol, ça pourrait expliquer les écho-radars. Ouais. Est-ce que ça pourrait expliquer l'intrication psychique? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, encore une fois, c'est très lié à la troisième caractéristique, le côté protéiforme du phénomène. Et que donc, à terme, on devra faire une réflexion, opérer une réflexion poussée sur le statut de la matière, statut que nous n'avons pas arrêté de modifier depuis le néolithique à partir du forgeron, qui a un statut de demi-dieu pour ça d'ailleurs, c'est très intéressant. Et oui, un homme qui prend des pierres que tout le monde connaît dans la rivière, les passe à cette magie qu'est le feu et te sort des arbres, des outils, des machins, c'est un demi-dieu pour l'époque. Il transforme la matière. Et oui, après, même truc pour le verre. Et on n'a pas arrêté. Au XXe siècle, on pourrait parler de quelque chose de très récent, les nanotechnologies. Est-ce que c'est encore de la matière? Est-ce que ça n'en est plus?
Moi, je pense que c'est toujours de la matière à un niveau infinitésimal. Atomique. Bon, on est en train en ce moment, d'ailleurs, de les coupler à des intelligences artificielles, et ça va produire des choses que l'on ne peut pas nous concevoir. Et c'est pas pour dans 20 ans, hein, c'est pour demain. Ce qu'on appelle le brouillard-outil. Voilà, on y est. Que, À quoi aurait pu aboutir une intelligence ayant 1 million d'années d'avance sur nous? On ne peut pas l'imaginer, c'est certain. Est-ce que des ufologues se sont penchés là-dessus? Oui, il y en a un petit peu, c'est Jérôme Huck, dans le laboratoire des magiciens. Un gros pavé de 650 pages, édité à compte d'auteur, où il délaye pas mal aussi, mais il est intéressant quand même dans ce qu'il dit. Mais il a tellement peur de ce qu'il veut dire que tu es obligé de comprendre à demi-mot. Il l'effleure du bout des doigts, en fait. En fait, il parle de fusion froide et de modification instantanée des éléments à l'intérieur de l'échelle de Mendeleïev, mais en respectant les lois scientifiques. Alors, je ne sais pas si tu sais, si tu prends, par exemple, tu isoles un élément principal, tu peux le modifier très vite à condition que ce soit des éléments autour. Mais tu ne peux pas passer à 4 carrés de là ou de l'autre côté. Tu ne peux pas. Or, lui, alors c'est un peu le défaut de la cuirasse, il se fonde sur 4 cas où des échantillons ont été retrouvés. Pour lui, ça explique les changements de forme des ovnis, ça explique beaucoup de choses. Bon. Alors, on en pense ce qu'on en veut, bien sûr, ce n'est pas inintéressant, mais c'est un des rares qui ait osé se pencher sur cette question. À quoi avons-nous affaire? À une forme de cinéma, d'accord, mais à quel niveau? À quel niveau? Et puis, tu as une troisième question qui est fondamentale. Qu'est-ce qui nous est dit exactement dans cette affaire-là? Parce que c'est là-dessus que moi je verrais bien un groupe de recherche pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui nous est dit? Alors, on en est à un stade où, dans la construction du puzzle, alors j'explique, quand on analyse un cas, donc je t'ai expliqué, on le divise en 3, et on le séquence comme ça, de façon à ce que rien ne te passe sous les yeux. Okay. La plupart des séquences sont liées aux caractéristiques, donc à la matrice, au canevas dessous. Et de temps en temps, tu as une anomalie qui vient là au milieu, et tu ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que ça vient foutre ici, ça? Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, on la prend, on la met dans une sorte de puzzle géant, en espérant qu'à terme, ça dessine quelque chose. On en est à un stade, ça pourrait passer par là, on en est à un stade de construction du puzzle où chacun peut dire la sienne. Je veux dire, tu peux te concentrer là-dessus et te dire, pour moi, c'est plutôt ça, ça a ni plus ni moins de valeur que ce que je pense moi, ou bon, on en est là. Je pense quelque chose, évidemment, mais pour moi, les informations qui nous sont données sous une forme symbolique ou autre sont de nature ontologique. Ontologie, en termes de philosophie et d'épistémologie, qui signifie ce qui existe en soi, c'est-à-dire les lignes, c'est-à-dire les lois essentielles de l'univers. Il est possible que des informations nous soient données à ce niveau-là pour nous sortir un petit peu de notre archaïsme et appuyer un petit peu ce qu'on appelle une révolution épistémologique, un basculement épistémologique. Je comprends ceux qui pensent de manière endogène, j'en connais. Ce sont généralement les gens les plus diplômés, les plus intelligents, j'ai toujours vu ça. C'est 5% du milieu ufologique, à peu près, 5%. Mais alors le niveau universitaire ou de formation, ça ne fait pas lire. Hein. On ne tient pas la route à côté. Et tous ces gens pensent de manière endogène. C'est nous qui produisons ça inconsciemment. C'est nous qui produisons ça. Oui. Alors j'ai des amis, je ne partage pas, je reste dans un cadre exogène, comme on dit aujourd'hui, donc extérieur à nous. Exogène. Mais ça ne m'empêche pas qu'ils soient des amis et de les écouter, parce que souvent leurs raisonnements peuvent nous amener des choses très importantes dans notre propre élaboration. Mais est-ce que ce sont des gens qui sont allés sur le terrain rencontrer Non, la plupart du temps, non. Voilà, non, pas comme nous. Non, pas comme nous. C'est pour ça que moi je reste dans un cadre exogène. Voilà. Alors, maintenant, on a un instrument important dont je parlais, c'est la théorie de Philippe Guillemant. Donc par rapport à ces bases justement qui sont tellement importantes, dont la compréhension est essentielle en termes de recherche, Philippe Guillemant a apporté quelque chose d'extrêmement précieux, me semble-t-il, le meilleur outil dont on dispose actuellement. Je lui ai présenté à plusieurs reprises des cas, et notamment un cas qui l'a beaucoup interpellé, et qui m'avait interpellé aussi. C'est un cas qui s'est déroulé en Italie, le 17 septembre 1978, près de Sienne. Le témoin qui rentrait de chez des amis et allait chez son épouse, rentrait sur une petite route, et tout d'un coup, la voiture est tombée en panne. Donc il a eu le temps de la mettre un petit peu sur le côté, mais la route était vraiment étroite. Hein. Et tout s'est arrêté. Et c'est évidemment à ce moment-là
qu'un objet pas très grand s'est posé devant lui sur la route. Il a laissé des traces d'ailleurs. Et 2 êtres en sont sortis. À un moment, ça s'est ouvert. 2 êtres en sont sortis. Ils avaient une figure pas très sympathique, il faut bien dire. 2 petits êtres avec des combinaisons, un masque, une bulle transparente. Ils étaient en lévitation. Ils sont venus, ils sont passés à côté, ils ont fait le tour de la voiture, ils sont remontés dans l'objet qui est parti. Bon, une observation donc finalement assez classique par rapport à du même niveau d'absurdité de ce qu'on observe habituellement quand même. Et là, il s'est passé quelque chose. Le témoin est resté comme ça, et tout d'un coup, la voiture s'est remise en marche toute seule. Et non seulement elle s'est remise en marche toute seule, mais elle a démarré toute seule, sans qu'il touche à quoi que ce soit. Et donc, il a essayé, il est parvenu à reprendre le contrôle de la voiture. D'accord ? Donc, évidemment, ça ne cadre pas du tout avec les idées préconçues habituelles du genre champ électromagnétique qui agit sur la voiture, oui, etc. Comme s'il y avait quelqu'un qui l'avait redémarré. Oui. Alors, Philippe Guimand m'a dit immédiatement, eh ben, c'est simple, elle ne s'est jamais arrêtée. J'ai dit, mais comment ça ? Il me dit, parce que le temps a été diffracté. Ouais. Et effectivement, il est arrivé en retard chez lui, il s'est fait engueuler par sa femme, ce jeune. Il se trouve que ce jeune, je l'ai rencontré. Il n'a jamais compris ce qui lui était arrivé, hein, le pauvre gars. Bon. Donc ça a servi, cette histoire à Philippe Guimand, pour proposer son modèle. On s'aperçoit qu'il y a très souvent, après coup, une distorsion temporelle. Alors, on pense en termes de distorsion temporelle, s'il y a du monde sur la route, des camions et tout, et que tout d'un coup ça se vide, on est effectivement dans ce que Philippe Guimand appelle une forme de déformation temporelle qui l'identifie à quelque chose d'un peu incroyable aujourd'hui, à la création d'une macrobulle quantique. Quand tu fais ça, il faut savoir qu'il y a automatiquement des éléments assez incroyables hein, qui se produisent. C'est que notamment ce qu'on appelle les effets superposés, c'est-à-dire les différentes possibilités. Et il y en a une, normalement, qui est activée et qui devient ce qu'on appelle réalité, que l'on vit. Mais les autres sont sous-jacentes. Et bien, ces différents états apparaissent dans l'espace pour l'intelligence qui a créé ça, pas pour le témoin. Ouais. Et donc, la théorie de Phillips est assez simple, finalement, si on essaie de la résumer. C'est que cette intelligence choisit la ligne directrice où il n'y aura pas de problème. Où elle va pouvoir filer en toute impunité, où il n'y aura pas de problème, y compris pour le témoin. Tu veux dire, si on résume, que l'intelligence visualise tous les futurs possibles. Oui, superposés. Et elle choisit le meilleur futur. Le meilleur pour elle. Et le raccord, quand la bulle se résorbe, le raccord se fait à la fin avec notre propre réalité et on ne s'aperçoit pas. Alors beaucoup de témoins te disent « j'étais comme hors du temps, j'étais ceci, j'étais cela ». Mais ça reste subjectif. En vérité, ça correspond bien à tout ça. Et dans ce domaine-là, le psychisme joue un rôle premier. Les luminosités jouent un rôle premier. Et beaucoup de choses qu'ont dit les témoins s'expliquent très très facilement, il faut l'entendre là-dessus. C'est vrai que ça correspond à ce qui remonte du terrain, même des choses qu'il ne connaît pas. Hein. Voilà. Voilà. Oui. C'est la raison pour laquelle, et surtout, de mon point de vue, ça explique l'illusivité. Parce que moi, ce qui me travaillait principalement, c'était le problème élusif quand même. Si l'illusivité ne frisait pas les 100%, on ne serait pas là aujourd'hui non plus, évidemment. On aurait beaucoup plus de preuves, beaucoup plus de tout ce que tu veux. Ce n'est pas le cas. Et donc, ça nous renvoie toujours à la dichotomie habituelle, hein, où ça n'existe pas, ou alors il y a une ontologie ovni, mais alors attention, c'est du lourd, hein, ce qu'il y a derrière. Et attention à ce que ça renvoie aussi par rapport à nous-mêmes. Donc, le modèle de Philippe Guimand, ça cadre. Voilà, ça cadre. Alors, je ne dis pas qu'il y aura peut-être un meilleur modèle un jour, mais pour l'instant, c'est le meilleur dont on dispose, et ça explique pratiquement tout. Donc, ça expliquerait quoi? L'effet Ose? Alors, le fait que le témoin a l'impression qu'il est dans une bulle. Oui, ça c'est la macrobulle quantique. Son temps, oui. L'espace-temps est modifié. L'espace-temps est modifié, il prend du retard. Il y a même un cas, je te signale, cité par Joël Ménard, où le temps a fonctionné dans le sens inverse. C'est-à-dire que le père et le fils sont rentrés chez la mère avec 20 minutes d'avance par rapport à là où ils étaient partis. Enfin, il y a une histoire comme ça. Pour la première fois, on a quelque chose de beaucoup plus solide, un cadre beaucoup plus solide et scientifique. Effectivement, il ne sera pas accepté comme d'habitude par le système scientifique, mais ce n'est pas grave. Pour nous, on a ce cadre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Ça explique, on a passé 40 ans sans comprendre ce qui se passait avec cet effet Ose, alors qu'on avait quand même pas mal d'éléments sous le nez.
Le fait de faire de la recherche m'avait permis de comprendre que le phénomène Saleski allait arriver. Il n'y avait pas d'autre explication possible à l'élusivité absolue. Tu peux réfléchir, tu peux prendre le problème sous tous les angles que tu veux. Il n'y a pas d'autre explication possible. Nécessairement, il y a un grain de sable qui devrait arriver à un moment donné. Ça n'arrive jamais. Donc s'il n'y a pas de grain de sable, c'est qu'ils ont déjà anticipé la meilleure sortie. Oui. Ils savent à l'avance ce qui va se passer. Oui, c'est la seule explication possible. Oui. Très bien. Écoute, je crois qu'on va arrêter sur l'hypothèse de Philippe Guillemont, qui est absolument passionnante. Merci Eric pour cette vraiment interview très très riche. Merci Eric et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.